Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou mais dans le respect et la courtoisie. En Afrique, le gouvernement d'union nationale est-il une solution aux crises politiques? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Un gouvernement d'unité nationale ou gouvernement d'union nationale est un gouvernement constitué des principaux partis, voire de la majorité des partis politiques représentés dans un parlement. La formation d'un tel exécutif se voit lorsque la situation politique, économique ou sécuritaire du pays requiert que cesse le schéma traditionnel de débat entre majorité et opposition. Et depuis quelques années, de nombreux pays africains semblent avoir adopté cette nouvelle tendance qui, pour certains observateurs, devient la clé d'apaisement des tensions politiques. Un système qui offrirait une représentativité presque équitable aux différentes sensibilités socio-politiques dans les États. Cependant, selon d'autres analystes attachés au principe démocratique majorité-opposition, ce système serait une manière habile pour les régimes au pouvoir de museler l'opposition ou la société civile. Une situation qui est décrite comme un retour aux années de monopartisme où l'on prônait la pensée unique sans offrir une place à la démocratie. Finalement, quel est le bien fondé d'instaurer un gouvernement d'union nationale? Sommes-nous en train de renoncer au respect des valeurs démocratiques? C'est autant de questions qui seront évoquées ce soir. Justement, pour en débattre, nous avons convié deux jeunes leaders. À ma gauche, Monsieur Lloyd Rogula, vous êtes président de l'association Jeunesse Élite. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Koussou. Alors, nous vous remercions déjà pour cette énième invitation à prendre part à cette émission 7 à 3, qui est une émission importante pour nous parce que ça nous permet d'échanger positivement sur des questions existentielles qui touchent toutes les couches de la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, Monsieur Max Axel Bunda, vous êtes le secrétaire général du club Génération Consciente du Gabon. C'est bien cela? Bonsoir, Madame Koussou, c'est bien cela. Et je suis encore très honoré d'être sur votre plateau d'émission. Merci. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons du gouvernement d'union nationale qui semble être devenu un système incontournable sur le continent africain selon certains observateurs. Nous évoquerons par la suite la place du principe démocratique majorité-opposition face à l'instauration des gouvernements d'union nationale ou d'unité nationale. Et pour finir, nous évoquerons, sinon nous nous interrogerons sur l'efficacité ou du moins le bilan de ces gouvernements en Afrique. Messieurs, d'entrée de jeu, sentez-vous libre. Que vous inspire un gouvernement d'union nationale? Ok, je pense que pour moi c'est une très bonne chose. Premièrement, un gouvernement national permet aux différents partis de se retrouver dans la gestion du pays. Vous savez, aujourd'hui, les présidents africains sont tellement mal élus parce que la plupart d'entre eux ne sont pas légitimes. Quand je parle de légitimité, je parle de la majorité à 50%, avec une multitude de candidatures au premier tour. Parce que le fait que la plupart des élections en Afrique sont à un seul tour, vous avez un président élu par exemple à 30%. Le seul moyen pour lui de diriger le pays sans aucun souci, c'est de créer un gouvernement national qui permettra à tout le monde de se retrouver dans sa politique à lui, sinon dans la gestion du pays. Sinon, à part ça, ce sera très difficile pour lui. Alors, que vous inspire à vous, Monsieur Lloyd Rogula? Déjà d'entrée de jeu, je vais décliner ma position. Je ne suis pas foncièrement pour ce type de gouvernement en Afrique parce que c'est très mal compris d'abord, dans le principe. Parce qu'on a toujours tendance à confondre gouvernement d'ouverture et gouvernement de transition, gouvernement de crise ou gouvernement de sortie de crise. Et la plupart des gouvernements que nous disons gouvernement d'ouverture en Afrique sont généralement des gouvernements de sortie de crise ou des gouvernements de crise. Je m'explique. Pourquoi je parle de gouvernement de crise? Parce que vous allez voir que les présidents africains sont souvent motivés par ce qu'ils appellent un gouvernement d'ouverture, lorsque les puissances occidentales, dans leur tentative effrénée de gérer les conflits en Afrique, proposent au président en place de faire intégrer dans son gouvernement des éléments de l'opposition, de la société civile ou de groupes minoritaires pour pouvoir calmer les tensions. Donc vous voyez que dans l'esprit, en réalité, c'est un gouvernement de gestion de crise. Alors que le gouvernement d'ouverture, lui, il suppose simplement la décision maîtrisée, volontaire et délibérée du gouvernement en place, donc du président de la République, d'insérer dans son gouvernement des éléments qui ne sont pas de son parti politique ou qui ne partagent pas la même vision idéologique que lui. Alors donc finalement pour vous, compte tenu du contexte africain, le gouvernement, sinon un gouvernement d'union nationale n'a pas trop sa place? Alors je pense que le gouvernement d'union nationale pourrait avoir sa place
lorsque les populations seront informées et formées sur les buts et les objectifs des partis politiques. Vous allez remarquer l'absence criarde des laboratoires dans les partis politiques qui ne permettent pas de former les populations sur les objectifs d'un parti politique. Déjà, il faut informer les populations en leur disant que les partis politiques s'opposent aux idées, mais ne s'opposent pas aux hommes. Alors qu'ici, on se rend bien compte que nous nous opposons aux hommes qui dirigent, mais nous ne nous opposons pas aux idées. Vous avez vu, pour prendre le cas spécifique du Gabon, par exemple, il y en a beaucoup en Afrique, lorsque le président de la République a décidé de faire rentrer dans son gouvernement d'ouverture M. Mokani Ouangou, vous avez vu comment ça a décréé la chronique, comment les partisans de son parti se sont insurgés, et même M. Mokani Ouangou s'est retrouvé lui-même obligé de venir démentir sur un certain nombre de pourparlers qui avaient eu lieu. Si on avait formé et informé la population en leur disant que ce n'est pas parce que vous appartenez à un gouvernement d'ouverture que vous délaissez votre idéologie, ça aurait peut-être été différent. Alors, vous avez le droit de réagir, M. Max Axel. Il y a déjà lieu de rectifier les choses, d'accord? Il y a une très grosse différence entre ce qu'on appelle un gouvernement d'ouverture, ce qui est le cas au Gabon, et un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement dans lequel on trouve toutes les sensibilités politiques, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ici, quand je parle d'extrême gauche, c'est par rapport à l'idéologie. Qu'on soit de la majorité de l'opposition, on doit pouvoir se retrouver dans un gouvernement d'union nationale. Et la plupart des temps, dans ce genre de gouvernement, le Premier ministre est très souvent issu de l'opposition. Ça permet de garantir dans cet jeu d'équilibre entre les partis. Et en plus, j'estime que dans un gouvernement national, que le peuple sache ou pas ce que les partis font au pouvoir, du moment où ces partis ont mandat de représenter le peuple, c'est à ces partis et aux hommes inscrits au gouvernement de faire en sorte que ces populations soient satisfaites. La plupart du temps, ce qui est bien en Afrique, c'est que généralement, les hommes politiques ont les mêmes buts. Servir le pays pour le bien de tous. Mais les voies qu'on emprunte sont différentes. Et voilà pourquoi, généralement, il y a des crises, des tensions qui ne peuvent, dans la plupart des cas, être résolues sans passer par un gouvernement de crise ou d'union nationale. On va prendre le cas actuel du Burundi. Monsieur Nkurunziza est passé un troisième tour avec force. Et vous savez, l'opposition a proposé à M. Nkurunziza de proposer, sinon d'ouvrir un gouvernement national, ce qui fera en sorte que ces opposants qui ne se reconnaissent pas en lui puissent servir le pays, même s'il est au pouvoir. Parce qu'en d'autres termes, il ne serait plus là. C'est ces opposants qui auraient dû gérer le pays. Mais vu qu'ils ont été pris de court, ils doivent au moins se composer avec lui pour pouvoir aller vers une gestion du pays qui soit quand même efficiente, sinon bonne pour les populations. Alors, vous voulez réagir à ces propos? Je voudrais réagir. Allez-y, allez-y. Et simplement pour dire que M. Max Axel Bunda est en train de me donner raison, parce que lorsqu'il prend le cas spécifique du Burundi, on se rend bien compte que ce n'est pas une volonté personnelle du président Nkurunziza de faire intervenir ou intégrer dans son gouvernement des personnalités de l'opposition. C'est simplement un mécanisme de sortie de crise. Il vient de dire lui-même que, comme il n'est pas légitime, ce serait pour lui une alternative salutaire. Monsieur Kogla, si vous permettez, je voudrais quand même repréciser la légitimité de Pierre Nkurunziza, qui a été élu à une élection présidentielle. Il est président, il est passé par une élection, il a été élu. Oui. Mais après, c'est une élection contestée par la communauté internationale. Monsieur Nkurunziza est légal. Il est légal parce qu'il a suivi le processus légal d'élection d'un président de la République, mais il n'est pas légitime parce que nous remarquons que les violences continuent dans son pays, dans le pays qu'il a la charge de gérer. Et vous remarquez qu'il y a un certain nombre de contestataires qui passent à la télé tout le temps. J'en ai même vu... Comme il y en a partout. Hein, voilà, c'est clair, c'est clair. Mais c'est un subterfuge qui permettrait à M. Nkurunziza de gérer dans la tranquillité. Ici, nous ne parlons pas de gouvernement d'ouverture, mais nous sommes dans le cas typique d'un gouvernement de sortie de crise. Parce qu'il y a une crise, effectivement, et ce brassage-là permettrait de sortir de cette crise. Alors là on parle de crise. Est-ce que par ce message, vous voulez nous faire comprendre qu'habituellement sur le continent africain, un gouvernement d'union nationale est utilisé ou est choisi lorsqu'on veut sortir d'une crise? Est-ce que s'il n'y a que dans ce cas de figure? Je ne dis pas qu'il n'y a que dans ce cas de figure. Oui. Je dis simplement que dans la majeure partie des cas,
on fait l'amalgame entre gouvernement d'ouverture et gouvernement de sortie de crise. Pourquoi? Je vais vous prendre le cas spécifique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait fait un gouvernement d'ouverture parce qu'il avait intégré certains éléments du parti de Ouattara dans son gouvernement. Mais lorsque vous prenez, par exemple, le cas de Nkurunziza au Burundi, où on lui impose d'intégrer des éléments de l'opposition pour permettre de sortir de la crise, ça, ce n'est pas un gouvernement d'ouverture parce que c'est un élément qui permettrait simplement de faire une rupture avec la crise. Lorsqu'on parle de gouvernement d'ouverture, il y a deux éléments qu'il faut mettre en place. La volonté et la maîtrise. Pourquoi la volonté? Parce que la volonté, c'est en fait la volonté du président de la République de faire intégrer dans son gouvernement ceux qui n'ont pas la même sensibilité que lui ou qui ne sont pas du même parti politique que lui. Donc ça doit être délibérément qu'il le fait. Maîtrise, pourquoi? Parce qu'il doit calculer l'ampleur des responsabilités qu'il va donner à ses membres de l'opposition dans son gouvernement pour pouvoir contrôler son gouvernement. Je vais vous prendre un cas simple. Le gouvernement d'ouverture a pour maire, si je peux m'exprimer ainsi, le gouvernement de cohabitation. Vous savez, en France, le président Jacques Chirac, avant qu'il ne soit président, il avait été dans un gouvernement de cohabitation. Avant, en France, le principe, c'est quoi? C'est que lorsque le président est élu, quelque temps après, on faisait les élections législatives. Et celui qui remporte les élections législatives est le Premier ministre. Vous voyez? Mais lorsque c'est l'opposition qui remporte les élections législatives, c'est l'opposition qui est Premier ministre, il y a donc cohabitation. Mais ça, c'était une cohabitation qui était imposée par la loi. Alors que chez nous, si on veut parler de gouvernement d'ouverture, il faudrait prendre le cas, par exemple, du président Ali Bongo, qui a proposé, en dehors de quelque crise que ce soit, d'intégrer des membres de l'opposition dans son gouvernement. Donc, je comprends bien que le Gabon serait un exemple parfait d'un gouvernement d'ouverture qui n'est pas forcément passé par une crise. Par une on va crise, dire comme ça, aller s'ouvrir et agir. Je crois qu'il va falloir regarder les choses plusieurs fois, d'accord? Vous avez le droit de regarder. Oui, parce qu'il y a une différence, il faut le signifier à mon camarade de l'autre côté. Un gouvernement d'ouverture n'est pas un gouvernement d'union nationale. Le cas typique du Gabon est un gouvernement d'ouverture. Un gouvernement d'ouverture n'est pas obligatoirement supposé avoir des candidats ou des militants de l'opposition. Vous pouvez faire un gouvernement d'ouverture avec vos partis de la majorité présidentielle. Dans un pays comme le Gabon, il y en a... Avec des sensibilités peut-être sociales... Oui, avec les membres de la société civile. Au Gabon, par exemple, il y en a 40. Si vous prenez 40 membres du parti de la majorité, vous avez un gouvernement. C'est un gouvernement d'ouverture, mais il n'est pas un gouvernement national. La plupart du temps, un gouvernement national est là pour sortir d'une crise, pour faire en sorte que toutes les couches de la population soient réellement d'accord avec la gestion du pays. Que vous ayez des opposants, que vous ayez des membres de la société civile, que vous ayez des membres ou des partis de la majorité, quand ces partis se retrouvent dans un gouvernement, c'est un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir consulter toutes les voix de la population qui sont représentés par les partis pour avoir une gestion du pays qui soit efficiente. Alors, les gouvernements d'ouverture sont des gouvernements parfois très politiques. Un président qui veut avoir bonne figure va prendre un opposant qui n'est pas très radical, voilà, mais le gouvernement, et voilà, on a un gouvernement d'ouverture, mais ce n'est pas un gouvernement national, parce que vous soyez dans ce gouvernement d'ouverture, vous n'êtes pas d'opposition, par conséquent, les militants de l'opposition qui ne se reconnaissent pas en votre gouvernement, ne se sentent pas dans ce gouvernement. Alors qu'un gouvernement d'union nationale est un gouvernement qui met toute la population d'accord. Voilà pourquoi on l'appelle gouvernement d'union nationale. Sinon, à quoi servirait l'union nationale si l'union n'est pas là, au fait? C'est-à-dire qu'on retrouve, comme vous étiez en train de le dire, les différentes sensibilités politiques et sociales au sein de ce gouvernement. Pour parler réellement de gouvernement d'union nationale, vous voulez apporter quelques... Je souhaiterais préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de faire la différence entre le gouvernement d'ouverture et le gouvernement d'union nationale. Je lui laisse le gouvernement d'union nationale puisque cela lui tient tant à cœur. Moi, je parle de gouvernement d'ouverture. Je parle de la difficulté de compréhension et d'appréhension qui subsiste en Afrique lorsqu'on parle de gouvernement d'ouverture parce qu'on fait l'amalgame. Un gouvernement d'ouverture, ce n'est pas un gouvernement qui intervient en temps de crise. Ça, c'est un gouvernement de crise ou c'est un gouvernement de sortie de crise.
Un gouvernement d'ouverture, c'est un gouvernement qui intervient de façon délibérée et dont la volonté du président élu se manifeste par le fait qu'on choisisse d'intégrer une personne qui n'a pas la même sensibilité politique que soi. La différence avec, si on parle de différence avec le gouvernement d'union nationale, la différence avec le gouvernement d'union nationale, et celle-là, il l'a bien présenté, il faut qu'on retrouve toutes les sensibilités. Alors que dans le gouvernement d'ouverture, vous voyez bien que dès que vous prenez quelqu'un qui n'est pas de votre bord, qui ne partage pas la même idéologie que vous, même si vous n'avez pas intégré toutes les sensibilités, vous êtes dans le gouvernement d'ouverture, avec la seule différence que cela doit émaner de votre volonté personnelle et ne doit pas être d'une incitation extérieure. Alors finalement, si on devait revenir au gouvernement justement d'union nationale en Afrique, et plus que la question, la problématique de ce soir, c'est quand même de savoir si c'est une solution aux crises politiques. Je me rends compte qu'au regard de vos différents propos, ce n'est pas une solution pour vous, M. Loïc Rogoula, mais pour vous, M. Max Axel Bounda, allez-y. Oui, vous savez, on ne gère pas un pays comme on gère sa famille. Vous avez un exemple simple, un pays de 10 millions d'habitants, avec une élection présidentielle à 20 candidats. Le président n'aura jamais 50% des voix. Vous imaginez un président qui est élu avec 30% des voix d'une population de 10 millions d'habitants, il va gérer à peu près dans ce pays 3 millions de personnes qui sont acquises à sa cause et les 7 millions qui restent. Vous voyez la difficulté? Alors, ce qu'il faut faire, c'est au fur et à mesure qu'il régnera, il se rendra compte que, premièrement, les tensions existent. Parce que les 7 millions restants, c'est le membres de l'administration qui vont rendre l'administration très lourde. Les opposants ne se reconnaîtront pas lui parce que majoritaire, légitimement, il n'est pas très bien élu. Il n'a que 30% de voix. Ce qui serait bien pour ce président, à moins qu'une élection à 2 tours soit possible, ce qui n'est pas beaucoup le cas en Afrique, c'est d'ouvrir ce gouvernement, de créer un gouvernement d'union nationale qui fera en sorte que celui qui viendra après lui, s'il a 25% de voix, vous n'avez que 30% de voix, il y a 5% de différence. Il aurait pu être président au second tour. Mais malheureusement, avec ces 5% de différence, parfois même moins de 5%, vous êtes élu. Du coup, vous imaginez la frustration de ses partisans, lui. Si vous mettez cet homme Premier ministre dans un gouvernement d'union nationale, vous verrez que les choses iraient mieux parce que cet homme qui était présidentiable est Premier ministre et la tension est très basse. Du coup, vous avez toutes les populations qui peuvent se retrouver dans ce gouvernement. Et la plupart du temps, même, on est allé avec le cas du Zimbabwe très loin. Dans la crise de 2008 qui opposait M. Morgan Tsvangirai à M. Mugabe, la SADC a réussi à faire en sorte qu'il y ait même 2 vice-présidents de le gouvernement. Un vice-président pour la majorité, un autre vice-président pour l'opposition, avec un premier ministre de l'opposition et 52 ministres. Dans ces 52 ministres, il y a bien évidemment une partie qui sont de l'opposition et une autre qui est de la majorité. Vous voyez, ça c'est un véritable gouvernement d'union nationale. Et la preuve, c'est que le Zimbabwe, en 2008, avait une inflation hyper importante, une économie qui était presque au sol. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui devient aujourd'hui ce pays? Ils essaient de relancer leur économie avec justement à la tête de cette voiture, je veux dire Robert Mugabe, qui est le plus vieux président d'Afrique. Nous marquons cette pause pour entamer la deuxième partie de votre émission. C'est à toi. De retour pour la suite de votre débat, voilà, et dans cette partie, nous évoquerons la place du principe démocratique majorité-opposition face à l'instauration des gouvernements d'union nationale ou d'unité nationale. Messieurs, de manière générale, est-ce que l'affrontement classique majorité-opposition vous semble toujours pertinent au regard du contexte africain actuel? Vous avez la parole, monsieur Leroux. Alors, moi, je vais rester sur un élément important. Il faudrait comprendre ce à quoi on s'oppose. Il faudrait rétablir les choses. Est-ce qu'on s'oppose aux hommes? Est-ce qu'on s'oppose aux idées? Alors, dès lors qu'on s'oppose aux idées, c'est une histoire d'idéologie alors. Alors, majorité-opposition. Moi, je reste attaché à ce principe. Pourquoi? Parce que cela permet aussi de bien mener
les affaires de la cité. Le rôle primaire de l'opposition, c'est de s'opposer, et le rôle de la majorité, c'est de diriger. Mais le rôle de l'opposition, qui est celui de s'opposer, ne doit pas se manifester dans des critiques qui ne permettraient pas de construire. En réalité, si la presse est le quatrième pouvoir, l'opposition en principe devrait être le cinquième pouvoir, celui qui permet de tirer la sonnette d'alarme, de dire à chaque fois rectifier le tir parce que là nous sommes en train d'aller dans un mur. C'est ce rôle-là en principe qui est dévolu à l'opposition. Mais dans les pays africains, on s'est bien rendu compte que les gens s'opposent aux hommes et pas aux idées. Mais je reste attaché aux principes fondamentaux de la démocratie. Il faut bien quelqu'un qui dirige et quelqu'un qui s'oppose à celui qui dirige pour faire en sorte que les affaires de la cité soient bien menées. Rougoula le disait là tout à l'heure, on a remarqué malheureusement que le débat politique est déplacé au lieu de s'arrimer à un débat d'idées, on est plongé dans un débat de personnes, ça faut le dire, et ça fausse un peu la pertinence même de l'opposition, majorité, opposition. Est-ce que pour vous, le fait justement qu'on ne ressente plus ce principe d'opposition, majorité-opposition, comme je le disais tantôt, ne vient pas donner raison à ces différents dirigeants qui décident de choisir, de mettre en place ou de former des gouvernements d'union nationale? Si, justement, c'est dans cette difficulté-là qu'on met en place des gouvernements d'union nationale. Parce que vous avez le problème en Afrique, et il le relevait, et on n'a pas d'idéologie politique. Quand vous attendez le parti démocratique d'un pays, est-ce que vous êtes sûr que les militants de ce parti ont une idée de ce qu'est la démocratie? Est-ce qu'ils ont la culture politique? Oui. Est-ce qu'un parti socialiste en Afrique est un parti socialiste à la PS, par exemple? Est-ce qu'un parti de gauche socialiste, un parti écologiste a la même vision, la même idéologie qu'un parti vert en Europe? Tous ces problèmes font en sorte qu'on se retrouve avec une opposition qui ne propose pas comme elle devrait, mais qui s'oppose à une personne ou à un gouvernement ou encore à tout un régime. Parce que ce régime est là depuis 260 ans au pouvoir, il faudrait que ce régime parte, on devient opposant. Mais le problème, ce n'est pas de devenir opposant. Le problème, c'est si ce gouvernement arrive à s'en aller, qu'allez-vous opposer d'autres? Parce que vous êtes opposé à une personne et non pas à un programme, à un projet de société, à une idée politique. Du coup, face à cette situation, les présidents sont parfois obligés de mettre en place ces gouvernements nationaux parce qu'en même temps, la vision de ces gouvernements, c'est de pouvoir servir le peuple pour le mieux possible. On prend toutes les sensibilités. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous faisons, alors proposez-nous, vu que vous êtes là, vous allez faire maintenant. Et ça permet de légitimer aussi l'action du président. Parce qu'à la fin, si vous avez un ministre des Finances qui est de l'opposition et qui a des détournements, finalement, ce n'est pas votre système qui a un problème. Et comme on l'a vu d'ailleurs en République démocratique du Congo en décembre 2014, où Joseph Kabila avait avait formé un gouvernement d'union nationale dans lequel il avait confié le département ministériel du budget à un représentant de l'opposition. C'est à croire que finalement le gouvernement d'union nationale peut être une solution. Alors, le gouvernement d'union nationale n'est pas une solution efficace pour moi. Je dis bien que ce n'est pas une solution efficace pour moi. Pourquoi? Parce que on a l'impression que nous nous inscrivons dans un monde idéal. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent intervenir dans les gouvernements d'union nationale, les gouvernements d'ouverture en Afrique. Justement à cause du fait que l'idéologie n'est pas bien perçue et que l'objectif principal qui est celui de servir les populations est mis derrière en comparaison à l'objectif secondaire qui serait celui de faire bonne figure ou de se remplir les poches. Je vous explique un certain nombre de choses qui peuvent intervenir dans les gouvernements d'ouverture ou d'union nationale. Vous parliez tout à l'heure d'un ministre qu'on pourrait mettre en charge de la gestion des finances, mais il ne faut pas oublier que celui qui est responsable, chef du gouvernement, c'est le Premier ministre, et que c'est le président de la République qui a l'œil sur le gouvernement. C'est lui qui a le dernier mot sur ce que son gouvernement fait. C'est lui qui supporte les charges et qui répond aux questions sur la gestion de la chose publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un opposant et que vous n'avez pas compris le débat idéologique, on vous met dans le gouvernement d'ouverture, vous boycottez. Parce que vous savez que lorsque votre gouvernement sera mal vu, le gouvernement auquel vous appartenez, pas parce que vous êtes du parti politique qui a été élu, mais parce que vous avez été intégré
comme étant membre d'un gouvernement d'ouverture ou d'union nationale, vous savez que lorsque le bilan sera négatif, ce sera bon pour votre parti politique aux prochaines élections. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ne voyez pas les choses comme dans un monde idéal où les Africains ont déjà bien compris la chose politique, les Africains savent que le débat d'idées prime, les Africains savent que l'intérêt du peuple prime. Ce n'est pas le cas en Afrique. L'intérêt du peuple n'est pas mis au devant de la scène parce que vous rendez bien compte qu'il y a un tel fossé entre la classe politique dirigeante, la classe politique de l'opposition et les populations qui votent. Vous voyez bien que si l'objectif premier c'était de servir le peuple, on serait tous d'accord pour un gouvernement d'ouverture. Mais comme l'objectif premier n'est pas de servir le peuple, c'est de se remplir les poches, de se construire des grandes maisons, d'avoir des voitures qui coûtent cher, et après le peuple on dit basta, vous voyez bien que le gouvernement d'ouverture dans ces conditions ne peut pas être une solution idéale. Alors, surtout que vous dénoncez sur ce plateau le manque de maturité politique des populations africaines. Max Axel Bounda, certains observateurs disent que le principe majorité-opposition est en décalage avec la conception même de l'exercice du pouvoir en Afrique. Qu'en pensez-vous? Oui, mais il y a lieu de relever un fait. En Afrique, la gestion du pouvoir ne se fait pas seule. Culturellement parlant, vous imaginez dans nos us et coutumes, quand vous avez un problème avec votre frère, on ne dit jamais à l'un d'entre vous que vous avez quelqu'un tort. Vous avez toujours raison tous les deux, mais c'est dans la manière de faire qu'il faudrait être un peu plus regardant. Alors, en Afrique, on ne peut pas gérer un pays tout seul. Un exemple, après le putsch au Burkina, les putschistes sont allés se référer au chef traditionnel du Burkina pour demander à ce qu'on puisse avoir une discussion avec l'armée pour qu'on puisse voir comment ils peuvent retourner en caserne sans trop de heurts. C'est pour dire... demander l'amnistie. Justement, c'est pour dire, quel que soit ce que votre frère a fait, vous pouvez quand même composer avec lui pour pouvoir gérer au bien le pays. C'est comme ça que la mentalité africaine est, c'est comme ça que la culture africaine veut. Mais... l'occidentalisation des mœurs a fait en sorte qu'on arrive à une guerre fratricide. Parce qu'on veut être président, notre frère doit mourir. Non, on peut tout à fait bien gérer un pays en composant avec votre opposant politique. Et en principe, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Nous sommes tous... Surtout avec le concept africain. Hein. Je rappelais tantôt que l'exercice du pouvoir en Afrique, la conception même africaine de l'exercice du pouvoir présente un chef fort qui ne limite pas justement son pouvoir ni son temps à la tête de cet exécutif. En réalité, c'est bien ça la conception africaine du pouvoir. Justement. Et cela fait en sorte que vous ayez deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes méthodes d'action, mais qui ont la même vision, c'est gérer le pays. Vous pensez qu'un homme politique va se lever un matin pour, comme le pense M. Rogola, venir se remplir les poches? Je ne pense pas. Sinon, pourquoi certains feraient la prison rien que pour se remplir les poches? Alors, donc, pour vous, il faut revenir à ces valeurs africaines qui ont fondé cette unité, cette cohésion. C'est bien ça. Il faut exactement revenir aux valeurs africaines. L'Afrique, à l'époque, on était unis. Aujourd'hui, on a... tous ces faits qui font en sorte qu'on soit à peu près presque des fratricides. Parce qu'on veut gérer un pays, parce qu'on veut être dirigeant, parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Un peu trop occidentalisé. Oui. Alors, Madame Koussou, c'est très, très dangereux ce qu'il est en train de dire, parce qu'il faut faire très attention avec ce qu'on dit. Nous parlons avec des faits. Ce sont des faits qui sont là. Vous vous rendrez bien compte que les populations africaines sont majoritairement pauvres. Ce sont des faits qui sont là. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, je ne suis pas en train de venir raconter des histoires, ce sont des faits. La famine, même en Afrique du Sud, en ce moment, il y a un gros souci de sécheresse. Et il y a beaucoup de familles qui ne savent pas comment composer avec la fin de l'année. Au Gabon, pour rester dans ce pays où nous émettons, au Gabon, les populations de Belle Peinture sont en train de se plaindre. Il y a 2 jours, elles ont barré la route parce qu'il y a de l'eau qui inonde leur maison. Voilà, ça ce sont des faits. Depuis des années, les présidents de la République sont là, en Afrique, et les populations sont toujours aussi pauvres. Alors, je suis bien d'accord quand on dit qu'il faut revenir aux valeurs culturelles traditionnelles. D'accord, mais dans quelle mesure?
Vous pensez, vous, que maintenant où nous sommes, au niveau où nous sommes arrivés, vous allez accepter d'avoir un président qui va passer 50 ans au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure, et puis on va vous prendre pour être des conseillers, on va composer un petit, comme on dit chez les Mienais, un petit terungu, où on va mettre le voisin, l'ami de tel, le petit frère de tel, l'opposant tel, vous allez composer ensemble, on va gérer ensemble. Bon, comme on mange tous un peu de ce pain, on va avancer ensemble, il ne faut pas contredire, non. C'est la contradiction qui permet d'amener, c'est de la contradiction que jaillit la lumière, vous voyez? Et si vous êtes tous partisans du même bateau, à un moment donné, vous allez vous serrer les coudes pour vous dire que vous êtes tous responsables de ce qui adviendra. Donc, vous allez vous couvrir les uns les autres. Alors que le but, lorsqu'il y a quelqu'un à l'extérieur et d'autres qui sont à l'intérieur, c'est de faire en sorte que celui qui est à l'extérieur, qui a une vue synoptique sur la gestion que vous avez, vous tire la sonnette d'alarme en vous disant « Écoutez, là où vous êtes en train d'aller, c'est pas bon. Essayons de rectifier le tir. » C'est là où je parle du rôle de l'opposition. En réalité, le débat ne devrait pas être orienté sur est-ce que les principes de la démocratie doivent encore être de mise, opposition-majorité? Non. C'est est-ce que l'opposition gabonaise ou africaine joue pleinement son rôle? Dès que nous répondons à cette question, si c'est non, voyons dans quelle mesure faire en sorte que l'opposition arrive à s'imprégner du rôle d'une opposition. Parce qu'en réalité, je reviens là-dessus, le but de l'opposition, ce n'est pas de s'opposer aux hommes, mais c'est de s'opposer aux idées. Allez-y, vous avez le droit de réagir. Alors, il faut relever déjà 3 faits dans ses propos. Il a dit que les populations vivent très mal, d'accord? Mais il a oublié de relever un fait. C'est que ces populations vivent très mal dans des pays où les gouvernements ne sont pas d'union nationale. C'est un point. C'est dans les pays où c'est un gouvernement qui gère, avec une opposition qui s'oppose, mais qui s'oppose très mal, parce qu'en même temps, dans ces gouvernements, dans ces pays, au gouvernement unique là, on a des fraudes, on a des assemblées nationales qui sont monocolores. Et vous voulez gérer un pays et faire le bien-être du peuple, comment, quand on a ces situations-là? Une opposition qui n'a pas le moyen de s'exprimer, une opposition qui n'a pas accès à l'Assemblée nationale, une opposition qui crie à la fraude tout le temps, tout simplement parce que ce soit fondé ou pas, cette opposition estime que le jeu démocratique n'est pas réuni, il n'y a pas de conditions. Du coup, comment faire en sorte que cette opposition puisse pleinement jouer son rôle dans un pays où la démocratie n'est pas démise? Est-ce que le problème, chers messieurs, parce qu'il faut quand même le signaler, vous parliez tout à l'heure, j'ai bien suivi vos différents propos, vous avez évoqué le fait que justement certains choisissent leur intérêt personnel au lieu de l'intérêt du peuple. Est-ce qu'il n'est pas plus important de mettre en avant la prise de conscience de ces différents dirigeants? Et s'il y a prise de conscience, ça pourrait quand même légitimer l'instauration d'un gouvernement d'union nationale. On verrait un résultat palpable sur le terrain. C'est justement pour ça. Quand une personne s'oppose à un gouvernement, c'est parce que cette personne a estimé que ce gouvernement n'a pas l'intérêt national. Du coup, il s'est dit, en intégrant ce gouvernement, je vais apprendre à ces gens à gérer un pays dans l'intérêt du peuple. C'est comme ça que naissent les gouvernements nationaux. On ne se pose pas pour s'opposer, on s'oppose parce qu'on estime qu'on peut faire mieux. C'est justement pour ça qu'on crée le gouvernement national, parce qu'on sait qu'ensemble, on peut arriver à un résultat plus probant. C'est justement cela. Alors, je vais rester sur ces derniers mots. On s'oppose parce qu'on sait qu'on peut faire mieux. C'est effectivement cela. On s'oppose parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. Et si on pense qu'on peut faire mieux, la solution, ce n'est pas le gouvernement d'union nationale ou d'ouverture. La solution, c'est de remporter les élections et de venir gérer et de montrer les erreurs que le gouvernement qu'on a remplacé a fait et de les rectifier. Le but des élections, ce n'est pas de faire en sorte que les gens, le même parti politique reste au pouvoir et dans un jeu de remplissement de cases, on vienne prendre l'opposant pour lui dire non, reste là, tu sais, on va gérer ensemble, le pays va aller mieux, juste parce que on veut rester au pouvoir toute sa vie. Le but, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, lorsque la même entité a géré, on arrive à un moment de stabilité et de stagnation.
lorsqu'on a atteint, on a atteint une certaine stabilité, on a toujours besoin d'aller au-delà. Il faut donc éviter la stagnation. Alors qu'on remarque que dans les pays africains, on stagne. Pourquoi on stagne? On stagne parce que c'est la même idéologie, avec les mêmes idées, qui n'arrivent même pas à être mises en place normalement, parce que vous allez faire le bilan des plans d'action des présidents africains, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont même pas réalisé 50% de ce qu'ils avaient dit qu'ils réaliseraient. C'est le cas au Gabon, c'est le cas dans plusieurs pays africains. Nous ne sommes pas en train de parler de choses que nous ne connaissons pas, nous parlons de choses que nous maîtrisons, que nous vivons, que nous subissons. Alors moi je pense que le gouvernement d'union nationale, loin d'être la solution, serait simplement un leurre pour permettre à ceux qui ont dirigé depuis de continuer de diriger. Il faut à un moment donné que la place soit laissée à une nouvelle couche politique pour pouvoir prendre les choses en main et montrer une nouvelle ligne directrice à suivre. Je suis contente que vous parliez là tout de suite de place, parce qu'en réalité, nous sommes dans un jeu démocratique, donc il ne s'agit pas à un camp de laisser la place à un autre, mais il s'agit plutôt à un camp de remporter des élections. Donc, je le répète encore sur ce plateau, ça doit passer par les urnes, mais n'avez-vous pas justement l'impression que le fait de ne pas de pratiquer ou de choisir la politique de la chaise vide à certaines élections fragilise peut-être une opposition qui se dit prête à défendre son point de vue? La politique de la chaise vide de l'Afrique n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de composer avec vous. Que vous soyez là ou pas, ils vont gérer. D'accord? Que vous soyez là ou pas, ils vont diriger le pays comme ils l'entendent. Du coup, la seule manière d'aller aux élections, de pouvoir combattre le régime au pouvoir, c'est d'aller aux élections, même de paix, mais de toujours faire pression, de toujours être présent. Parce que la difficulté en Afrique, c'est d'avoir, comme je disais, une Assemblée nationale à une seule couleur, et toutes les actions proposées par le gouvernement passeront. Qu'elles soient bonnes ou pas. Vous êtes opposant, vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de siège, du coup, vous ne pouvez même pas proposer, parce qu'on n'est pas représenté. Et on arrive à cette situation parce que, comme il le disait, vous ne pouvez pas faire une bataille dans laquelle vous n'avez pas d'armes. Je disais tantôt que les présidents africains sont mal élus. Vous ne pouvez pas aller proposer à un homme qui vous a battu d'1% à peine de voix ce que vous aurez pu proposer, vous, au peuple. Vous imaginez? Parce que tant que l'écart n'est pas grand, la légitimité de ce président n'est pas avérée, comment voulez-vous composer avec lui si ce n'est être dans le gouvernement? Parce qu'après, quand on laisse gérer ce président, il n'est pas élu. Le peuple ne se reconnaît pas en lui. Il n'est pas élu légitimement, il est élu légalement, ok, d'accord. Mais quand vous gérez un pays, vous gérez tout le pays, non pas une partie du pays, parce que ce sont juste vos militants qui ont voté. Du coup, le seul moyen d'arriver à une sortie de crise, parce qu'en même temps, le contexte là, nous sommes en crise. Il faut trouver une solution pour que les populations puissent vivre normalement, en paix, dans le bien-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à dire, ok, vous êtes là, on vous laisse encore 5 ans en crise pendant que les populations souffrent, on proposer ce que vous n'allez même pas appliquer parce que vous gérez comme vous voulez. Non, on s'impose au gouvernement. On propose parce qu'on veut être dans ce gouvernement. On est sûr au moins d'une chose, c'est que vous ne ferez pas tout ce que vous voudrez parce qu'on sera là pour surveiller. En même temps, quand vous êtes opposant dans le gouvernement, vos militants vous regardent, vous observent. Quand vous agissez bien, une élection présidentielle, une élection législative qui arrive après, vous pouvez gagner les élections parce que vous avez très bien géré. On ne donne pas le pouvoir à ce gouvernement national, mais aux personnes qui le composent. Ce sont ces personnes qui se représentent après. Ce n'est pas le gouvernement qui sera représenté plus tard. Donc, du coup, le jeu démocratique continue d'exister parce qu'après, vous êtes des partis politiques qui êtes de l'opposition ou de la majorité. Du coup, ça ne pose aucun problème. Et donc, sur ce plateau, vous continuez à réaffirmer votre intérêt à soutenir la thèse selon laquelle un gouvernement d'union nationale en Afrique semble être une solution aux crises politiques, surtout pour apaiser les tensions qui pourraient... Si le Zimbabwe a pu démontrer ce que je suis en train de dire, pourquoi l'histoire démontrerait le contraire? L'histoire démontre que les gouvernements nationaux ont toujours très bien fonctionné jusque-là, malgré ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors, ce sont des gouvernements qui doivent être réellement mis en place dans certains pays africains parce que les crises perdurent trop en Afrique. Vous avez des pays qui font 10 ans, 20 ans de crise politique tout simplement parce que, justement, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas composer avec l'opposition ou avec les opposants, comme ils disent.
Même si en griffe, il n'y a pas d'opposants, il y a juste des personnes qui ont une manière différente de voir les choses. Qui s'opposent aux personnes, aux noms et non aux idées. Voilà, c'est en quelques mots ce que vous êtes en train de dire entre les lignes. Vous voulez réagir, c'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous allons rester sur quelques arguments de M. Max Axel Bounda. Lorsqu'il dit que les présidents africains sont mal élus, c'est un fait. Mais au Gabon, par exemple, vous avez entendu dire que certains revendiquaient en se disant que c'était eux qui avaient gagné les élections et que telle ou telle autre autorité avait fraudé aux élections. Comment pensez-vous diriger avec quelqu'un que vous pensez avoir battu? Lui qui est président de la République, que vous avez battu. Il dirige et il vous fait rentrer dans son gouvernement pour diriger avec lui. Vous pensez sincèrement que ce genre de personnes-là auront envie de faire avancer les choses en se disant que c'est l'avenir du pays qu'il faut mettre devant de la scène parce que c'est le pays avant tout. Sans vouloir vous interrompre, Monsieur Lord Hogula, si je comprends bien le fond de vos propos, vous êtes en train de dire que décider qu'un chef d'État décide de faire entrer dans un gouvernement, on va dire une entité externe à son parti politique, serait peut-être un aspect dangereux. Il pourrait mettre en péril l'action palpable sur le terrain. C'est bien cela. Alors, vous avez utilisé un verbe. Vous dites décider. Je suis toujours en train de vous montrer que lorsqu'on parle de crise, ce n'est pas une décision qui émane du président de la République, ça émane des médiateurs. Le médiateur va dire au président de la République, si vous voulez que la crise s'estompe, mettez en place un gouvernement d'ouverture ou un gouvernement d'union nationale. Dans ces conditions-là, c'est un gouvernement de sortie de crise. Alors que je vous parle du cas où il n'y a pas de crise, mais on a été mal élu, comme M. Axel Bounda le dit. Et pour éviter que le problème de légitimité auquel nous aurons à faire face soit un frein au développement, on tente de faire intégrer dans le gouvernement un opposant pour faire en sorte que les choses avancent. Mais je vous dis quelque chose. Jusqu'à présent, je reste convaincu que dans l'état actuel de l'Afrique, dans la mentalité actuelle des opposants africains, et la mentalité politique des populations africaines, les gouvernements d'ouverture ne seraient pas les bienvenus. Il faut simplement, puisque M. Max Axel Bounda dit que les présidents sont mal élus, que les présidents doivent être responsables, il faut que les présidents qui sont au pouvoir soient responsables, se responsabilisent et décident de voir l'intérêt du peuple, l'intérêt supérieur de la nation avant leurs intérêts personnels. Et il faut, en plus de cela, que l'opposition sorte de son rôle d'opposant aux hommes pour devenir des opposants aux idées. Gardez le fil de vos idées, messieurs. Nous allons nous retrouver juste après pour la troisième partie de l'émission. Tout à l'heure. Nous sommes dans la troisième partie de votre émission, c'est à 3 qui parlera de l'efficacité ou du moins le bilan des gouvernements d'union nationale en Afrique. Je prendrai, messieurs, un cas simple. Vous avez évoqué le Zimbabwe. Et pour vous, c'est la démonstration de la réussite ou de l'efficacité d'un gouvernement d'union nationale. Et pour vous, l'Afrique tout entière devrait prendre cet exemple. C'est bien ça? Oui, dans la mesure où nous parlons de crise, il y a obligation pour un gouvernement de résoudre la crise. Car ce sont les populations qui subissent. Au Zimbabwe, ils l'ont très bien fait. 2 vice-présidents, majorité opposition, c'est magnifique. On n'y a jamais vu nulle part ailleurs. Un premier ministre qui est de l'opposition, qui gère le pays avec son opposant qui est président de la République, M. Robert Mugabe, ça, on ne l'avait jamais vu avant. Et il faut spécifier une chose, c'est qu'en 2008, le Zimbabwe était économiquement seul. Aujourd'hui, le Zimbabwe est revenu sur la scène internationale. Le Zimbabwe se porte plus ou moins bien. Et j'estime quand même que si ce schéma-là se poursuit pour les 5 prochaines années, le Zimbabwe retrouvera sa place en Afrique. Et ça a très bien fonctionné. Pourquoi, si ça fonctionne dans ce pays, ça ne fonctionnerait pas ailleurs?
Et donc pour vous, c'est un exemple palpable, monsieur. Disons que ce n'est même pas le seul cas, il y en a d'autres en Afrique quand même qui ont bien naturellement, même si à côté de vous, en face de vous, on s'attelle fortement à le répéter sur ce plateau que le gouvernement d'union nationale n'est pas la solution. Je voudrais rappeler qu'en République centrafricaine, en mai dernier, lors du forum de Bangui, nous l'avons suivi dans le cadre de nos éditions d'information sur Canal 7, une fraction importante de la Séléka, donc la rébellion qui s'est opposée fortement au président François Bozizé, avait sollicité lors de ce forum qu'il soit instauré un gouvernement d'union nationale. C'est à croire que ce type de gouvernement peut peser les tensions. Alors, il faut faire très attention avec ce que nous appelons efficacité. Est-ce que le but, c'est de résoudre la crise ou est-ce que le but, c'est de développer le pays? Si le but, c'est de résoudre la crise, nous ne sommes pas dans le cadre d'un gouvernement d'ouverture. Nous sommes dans le cadre d'un gouvernement de transition ou de sortie de crise. Vous voyez, national de sortie de crise. Exactement. Justement, si le but est de résoudre la crise, le gouvernement national, c'est bien. Mais justement, voilà pourquoi. S'il vous plaît, oui. Je voudrais rappeler quelque chose d'important. Le but, ce n'est pas forcément de résoudre la crise. Il y a des pays africains où il n'y a pas de crise, mais on demande d'instaurer des gouvernements d'ouverture. Le Gabon, il n'y a pas de crise. Mais le président Ali Bongo a intégré dans son gouvernement des membres de l'opposition. Vous voyez? Alors moi je dis, et je le répète, le gouvernement d'ouverture n'est pas la solution efficace en Afrique. Si ça a marché dans certains pays, ce sont des exceptions. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être admises. Les gouvernements d'ouverture, c'est généralement important dans les pays où on vient de se constituer, par exemple, en fédération. Si vous avez le Nigeria qui devient une fédération, on peut mettre en place un gouvernement d'ouverture pour prendre au sein de toutes les couches et toutes les sensibilités. Mais vous avez un pays qui fonctionne normalement, comme le Gabon, mais qui a du mal à se développer, vous n'allez pas demander un gouvernement d'ouverture parce que ça a marché ailleurs où il y avait des crises, alors qu'au Gabon, il n'y a pas de crise. Ce que moi je veux dire, c'est que si on prend l'exemple du gouvernement d'ouverture qui marche, on peut bien montrer des gouvernements qui respectent opposition, majorité, et le président, avec son groupe élu, dirige, où ça a très bien marché, où il n'y a pas de crise. Peut-être une précision, monsieur Rogoula, le cas en Libye où les Nations Unies, par le biais de l'émissaire des Nations Unies pour la région, l'Afrique du Nord, Bernardino Léon, si je ne me trompe pas, c'est bien cela, avait justement sollicité la formation d'un gouvernement national pour régler le conflit libyen. 4 ans après la chute de Muammar Kadhafi, du guide libyen. Oui, mais vous savez pourquoi ça marche. Même les Nations Unies le demandent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être un système bien adapté pour le continent africain? Est-ce que vous savez pourquoi les choses ne marchent pas en Afrique? Je vais le dire ici et j'espère qu'on restera là-dessus. Les choses ne marchent pas en Afrique parce que on prend les solutions de l'extérieur pour venir les plaquer en Afrique. Il faudrait, pour que les choses marchent, que les Africains commencent à penser leurs solutions adaptées à leurs problèmes. Les Occidentaux, les Nations Unies ont une vision qui n'est pas forcément la vision des Africains. Le président Mugabe, sur un certain nombre de questions, est en déphasage avec les Nations Unies et avec les pays occidentaux. Il faudrait commencer à penser sincèrement Afrique et Africains. Je pense, pour l'Afrique, qu'il faut que les dirigeants se responsabilisent réellement et qu'ils sachent quel est le but de leur positionnement, de leur élection à la tête de leurs différents pays. Nous allons rester sur le cas de la Libye. Le cas de la Libye est un cas qui me parle particulièrement. Alors, la Libye avec Muammar Kadhafi, c'était combien de Libyens au Gabon? Je pense qu'au Gabon, le seul Libyen qu'il y avait, c'était l'ambassadeur de Libye au Gabon. Mais maintenant, nous n'allons pas. Nous ne pouvons pas. Oui, je suis d'accord. Je suis là très rapidement parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Je suis en train d'arriver. Je suis d'accord. Mais regardez maintenant que l'OTAN a démantelé la Libye, a tué Kadhafi,
Vous voyez où est la Libye en ce moment avec l'immigration en Italie, en France et dans la plupart des pays Nous occidentaux. reviendrons sur un prochain. Très rapidement, Monsieur Max Axel Bounda, en 1 minute, allez-y sur votre conclusion sur ce thème. Je dirais que la culture africaine veut que tous ceux qui veulent faire avancer les choses se réunissent, qu'on soit de la majorité de l'opposition. D'accord? Et vous pouvez avoir un gouvernement d'union nationale avec ou sans crise. Parce que vous estimez qu'en face de vous, il y a des intellectuels, il y a des intelligences qui peuvent intégrer le gouvernement pour faire avancer les choses. Dans ce cas, qu'il y ait crise ou pas, tant que vous voulez faire avancer le pays, vous pouvez prendre toutes les sensibilités pour faire avancer les choses dans votre gouvernement d'union nationale. Et ça, qu'il y ait crise ou pas, c'est un système qui doit pouvoir fonctionner correctement en Afrique. Parce qu'on en a besoin. En Afrique, parce que le concept africain, le contexte africain, allais-je dire, est propice à ce type de gouvernement. C'est cela que vous étiez en train de dire. Je rappelle que c'est donc sur ces mots que nous allons refermer cette émission. Malheureusement, les régisseurs de temps nous font signe que nous avons dépassé les délais. Sinon, nous sommes presque à l'heure où nous devons arrêter cette émission. C'est donc la fin de votre émission. C'est à 3 axé sur le thème en Afrique. Le gouvernement d'union nationale est-il une solution aux crises politiques? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3. Il y avait à ma gauche M. Lloyd Rogula, président de l'association Jeunesse Élite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, il y avait à ma droite M. Max Axel Bounda, qui est le secrétaire général du club Génération Consciente du Gabon. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est votre plateforme du débat contradictoire 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. À très bientôt sur Canal 7 pour un prochain débat contradictoire. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.